Madame, Monsieur, bonsoir. Notre rendez-vous d'information décalé par rapport à l'heure habituelle. Cela vous a permis de suivre la rencontre Soudan-Burkina Faso. À présent, les titres du journal. CAN 2025, après un parcours sans faute, les Lions de l'Atlas affronteront l'équipe de la Tanzanie en huitième de finale. Le Maroc s'apprête à entrer de plein pied dans la compétition. Les confrontations passées confirment l'avantage donné en faveur du 11 national, grand favori pour remporter le trophée le 18 janvier prochain. Débrief dans la chronique CAN 2025 avec Sofia Fegroud et son invité. Marrakech, une destination toujours aussi prisée en cette période de fin d'année. La cité ocre a ses inconditionnels et ses habitués. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une application numérique nouvellement conçue propose une découverte sous un autre jour. Nous verrons comment dans ce journal. Autre destination qui rayonne et draine de plus en plus de touristes, Casablanca, la métropole économique, enregistre des performances dans le tourisme d'affaires qui fleurit ces dernières années, un segment hautement prometteur. Et comme tous les soirs jusqu'au 18 janvier, nous vous faisons vivre les temps forts de la CAN 2025 qui se poursuit sous nos cieux. Les Lions de l'Atlas ont franchi la barrière lors du premier tour, celui des éliminatoires. Chacun des prochains matchs devra être donc joué avec l'exigence et la rigueur d'une finale. En huitième de finale, la sélection nationale affrontera donc dimanche la Tanzanie. On en fait le débrief tout de suite dans notre chronique spéciale CAN en compagnie de Sofia Fegroud et son invité. Sofia Fegroud, bonsoir. Bonsoir Boubker. Alors le Maroc connaît son adversaire des huitièmes de finale, ça sera la Tanzanie. La Tanzanie qui est qualifiée comme meilleure troisième. Tout à fait. Sur les 7 rencontres qui ont opposé les deux équipes, les Lions de l'Atlas ont enregistré 6 victoires. Malgré cela, il va falloir se méfier d'une équipe qui a montré depuis le début de la compétition de grande qualité de jeu. Le 11 national arrive dans ses huitièmes de finale auréolé d'une belle victoire lundi face à la Zambie. 3-0, de quoi donner une énergie supplémentaire aux hommes de Walid Regragui. Zakaria Moukimbillah. Les Lions de l'Atlas en route pour disputer les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec 2 victoires et un match nul, la sélection nationale s'est qualifiée en pole position du groupe A. Si la prestation de l'équipe nationale a donné lieu à des incertitudes et des questions, la dernière victoire contre la Zambie 3-0 a permis de remettre les pendules à l'heure. La première rencontre contre les îles Comores a été marquée par l'attente et l'expectative. Supporters et observateurs attendaient de voir la composition du 11 national et la vision de Walid Regragui pour cette compétition continentale. Fidèle à ses choix habituels, le sélectionneur national n'a pas apporté de changements radicaux à ses choix antécédents. Malgré une victoire à 2-0, les critiques n'ont pas épargné les options du sélectionneur national. En plus des aspects liés aux disponibilités des joueurs, la rencontre des Comores a soulevé l'interrogation sur la capacité de la sélection nationale à percer les blocs défensifs compacts. La prudence a également marqué la deuxième rencontre. Les Aigles du Mali avaient adopté une nouvelle tactique, un jeu marqué par la force physique et la rapidité des déplacements. Une stratégie qui n'a pas laissé beaucoup de choix aux joueurs de l'équipe nationale. Le match nul contre le Mali a induit un sentiment de déception chez le grand public. Dans les gradins, nombreux étaient les supporters qui voulaient voir les protégés de Walid Regragui passer en finale dès la deuxième rencontre. Face à des tactiques défensives du coach du Mali, Tom Saint-Fit, les dessins de Walid Regragui ont été mis en difficulté, laissant les supporters marocains prendre leur mal en patience. Entre silence et désillusion, les Lions ont remporté un seul point suite à leur match nul. La rencontre contre la Zambie allait être décisive pour fixer la qualification. Le public attendait la victoire comme signal de délivrance et de renouveau.
Confiant dans les capacités de ses éléments, Walid Regragui a opté pour des changements clés dans la composition de l'équipe. Sa lecture attentive et sa vision pour la distribution des rôles des joueurs dans les différentes lignes ont porté leurs fruits. La prestation des joueurs a été à la hauteur des attentes. La qualification au 8e de finale ouvre ainsi un nouveau chapitre dans le parcours des Lions de l'Atlas. Pour la phase à élimination directe, le coach et les joueurs devront poursuivre la même ambition. Pour le sélectionneur national, chaque rencontre sera synonyme de finale. Rendez-vous ce dimanche à 17h pour les 8e de finale contre la Tanzanie au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et pour parler de cette CAN, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau avec nous Zelkifli Ngoufonjav, plus connu sous le nom de Zoul. Vous êtes un professionnel du sport et des affaires. Vous avez travaillé pour la FIFA, notamment en tant que responsable des programmes de développement en Afrique. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Sophia, merci. Votre dernier projet est une caravane panafricaine traversant l'Afrique de l'Ouest pour arriver au Maroc à l'occasion de cette CAN. Avant d'évoquer ce road trip, j'aimerais d'abord revenir sur les affiches déjà connues de ces 8e de finale. Même si le tableau n'est pas encore au complet, certaines confrontations se dessinent clairement. Le Maroc face à la Tanzanie, la Tunisie contre le Mali ou encore l'Égypte opposée au Bénin. Quel regard portez-vous sur ces duels, ces premiers duels? Alors Sophia, il faut dire qu'aujourd'hui, avec cette CAN, on voit des équipes très fortes. On a une très belle compétition avec un niveau de jeu qui est très élevé. Vous le mentionnez tout à l'heure, le Maroc a joué 7 fois avec la Tanzanie, a gagné 6 fois. Mais là, on est dans une compétition courte. Et la Tanzanie, ce qu'on a vu, c'est que c'est une équipe qui est solide, qui est capable de surprendre le Maroc, même si le Maroc a aujourd'hui beaucoup de talent, avec un banc de touche frais et des joueurs qui sont des professionnels, qui sont très talentueux. On l'a vu lors du dernier match contre la Zambie, où il y a eu beaucoup de changements. Et on a vu un système très fluide, un jeu très fluide du Maroc, avec une attaque très forte, un El Kaabi qui revient, qui marque de très beaux buts. Donc on va assister à un 8e de finale très intéressant. Il n'aura pas de surprise, je pense, parce que aujourd'hui, les équipes, que ce soit le Bénin qui joue contre l'Égypte, quelqu'un le disait tantôt, Mohamed Salah n'a jamais joué contre le Bénin, ça sera la première fois. Et cette équipe du Bénin, elle est audacieuse, elle est ambitieuse et elle revient après une longue absence de la CAN. Et je pense qu'on va assister là à un très très beau match. C'est pareil pour le Mali. Le Mali, c'est une équipe contre la Tunisie. On a vu une Tunisie qui a tremblé face au Nigeria. Mais le Mali est capable de surprendre la Tunisie, qui a une très belle équipe avec un jeu offensif aussi très intéressant. Donc on va assister à là on rentre dans une autre phase de la compétition où il n'y a pas d'erreur. Donc ça sera très calculé avec des équipes très très organisées. Au-delà de ces 8e de finale, quelles sont les équipes qui, selon vous, ont réussi dès le début et tout au long de ces phases de groupe à tirer leur épingle du jeu? Alors, ces équipes, il y a le Nigeria, naturellement, qui finit en tête de poule avec 9 points, avec beaucoup de buts marqués. On a vu l'Algérie aussi, avec une très belle équipe, avec beaucoup de buts marqués. L'équipe du Maroc, il y a beaucoup d'attentes sur l'équipe du Maroc, qui, à mon avis, c'est son dernier match de poule où il a vraiment montré ses qualités, ses capacités offensives. On a une équipe de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, je pense, qui arrive aussi à montrer un jeu très très intéressant. On ne parle pas beaucoup de l'Angola, mais c'est une équipe qui peut aussi surprendre. Mais cette CAN, elle est vraiment sur le plan du jeu, aidée par de très belles pelouses, parce que on a beaucoup de professionnels qui sont habitués à jouer européens notamment. Européens. Donc c'est ça qui rend cette CAN beaucoup plus intéressante pour les joueurs, parce que là, la qualité de jeu, le ballon il circule beaucoup plus naturellement, beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'on aura une très très belle compétition sur la deuxième partie. Très bien. Vous venez de parler des valeurs sûres de cette CAN. Voyez-vous d'autres
équipes qui pourraient bousculer l'ordre hiérarchique et créer la surprise et aller très loin dans cette compétition? Alors, c'est difficile aujourd'hui à dire, mais je pense que j'ai parlé du Bénin. On attend voir ce qui va se passer. Il y a le Cameroun qui joue face au Mozambique ce soir. Le Mozambique qui a gagné face au Gabon. C'est une poule qui est en ce moment incertaine. On ne sait pas qui va terminer premier, qui termine deuxième et troisième. Donc le Mozambique, c'est une équipe qui peut surprendre le Cameroun tout à l'heure. Et en huitième de finale, elle peut surprendre son prochain adversaire et on pourrait la voir éventuellement en quart de finale. Merci Zoul, restez avec nous, nous reviendrons à vous dans quelques instants. Merci. Et dans les matchs disputés hier, la République démocratique du Congo a battu le Botswana 3-0. C'était au stade El Medina à Rabat. À la demi-heure de jeu, la RDC réussit à ouvrir la marque. Gaël Kakuta lance Nathaël Mboukou d'une sublime talonnade. L'attaquant de Montpellier marque d'une superbe frappe et ouvre le score. À 4 minutes de la fin de la première période, Gaël Kakuta double la mise d'une belle frappe sur pénalty. En deuxième période, les Congolais poursuivent leur pression qui permet d'inscrire un troisième but grâce à Gaël Kakuta, auteur d'un doublé. L'ARD Congo décroche ainsi son ticket pour les huitièmes de finale. Dans l'autre match du groupe D, le Sénégal a pris le meilleur face au Bénin, 3-0 à la 38e minute. Ce coup franc direct exécuté par le joueur de l'AS Monaco, Crépin Diatta. Le ballon trouve la tête d'Abdoulaye Seck, une reprise précise et qui frôle le poteau droit avant de terminer au fond du défilé, permettant au Sénégal d'ouvrir le score. À la 62e minute, le ballon parvient à Mouhamadou Habibou Diallo qui conclut l'action d'une frappe puissante, doublant la mise pour le Sénégal. Et puis sur contre-attaque rapide, Ibrahim Baye, joueur du PSG, obtient un pénalty que le remplaçant Pape Ndiaye convertit en troisième but à la 97e minute. Et grâce à ce succès, le Sénégal conserve la tête du groupe D. Le Bénin, de son côté, se qualifie pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième. Et c'est dans la souffrance que la Tunisie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN après son match nul face à la Tanzanie. Un but partout pour le compte du groupe C. Un match verrouillé finalement. C'est un penalty accordé après recours à la VAR qui permet aux Tunisiens d'ouvrir le score. C'est Ismail Rarbi qui inscrit le but à la 43e minute. De retour des vestiaires, les Tanzaniens pressent et surprennent les Tunisiens par un but égalisateur inscrit par Faisal Saloum Abdallah. Grâce à ce match nul, la Tunisie s'offre la deuxième place du groupe avec 4 points derrière le Nigeria. Le Nigeria, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, mais cela ne l'a pas empêché de conclure la phase de groupe sur une nouvelle victoire face à l'Ouganda, 3-1. À la deuxième minute, Paul Unwashu ouvre le score d'une frappe précise du pied droit dans le petit filet. Les Super Eagles accentuent leur avance à la 62e minute par Raphaël Onyendika avant qu'il ne signe un doublé à la 67e minute pour porter le score à 3-0. L'Ouganda parvient à réduire l'écart à la 74e minute lorsque Mato a lobé le gardien nigérian pour inscrire le but de l'honneur. L'Ouganda quitte la compétition après une phase de groupe compliquée. Parlons à présent de ce road trip appelé Destination Maroc 2025, terre de football, une aventure sportive et culturelle unique sur le continent. La caravane a démarré le 5 septembre de Cotonou au Bénin avant de sillonner successivement Lomé, Accra, Abidjan, Conakry, Dakar, Nouakchott puis Rabat. Et pour refléter la richesse culturelle du continent et porter haut l'esprit du développement du football en Afrique, les organisateurs ont réuni de jeunes talents, des influenceurs, des journalistes et des blogueurs issus de plusieurs pays du continent, comme vous pouvez le voir sur ces images.
Zoul, vous faites partie des initiateurs de ce projet qui est une première en Afrique, il faut le dire. Quelle était l'idée derrière ce road trip? Alors, l'idée derrière ce road trip, cette caravane panafricaine, comme on l'a appelée, c'était de réunir déjà un certain nombre de créateurs de contenu, de journalistes africains, et ensemble, aller vers le peuple qui vit cette CAN à travers les familles, à travers les médias, rencontrer les jeunes, rencontrer les populations, raconter l'histoire de l'Afrique avant la CAN et montrer que cette CAN, elle commence avant le coup d'envoi qu'on a eu au soir du 21 décembre 2025. Et ça a été un voyage immensément riche, avec beaucoup d'émotions. Et on a eu beaucoup de chance parce que on a bénéficié d'un accompagnement dans le royaume de la part de l'Office national marocain du tourisme, à qui je dis un grand merci, ainsi que la RAM, qui nous ont accompagnés, qui ont réservé des billets pour certains influenceurs qui nous ont réunis, qui nous ont rejoints au Bénin au soir du 3 décembre 2025. Alors vous nous donnez très envie d'entendre vos récits de voyage. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, les plus belles histoires. Alors les plus belles histoires, je dirais les plus belles histoires, c'est les rencontres qu'on a faites. Les rencontres avec les jeunes des quartiers, avec des jeunes filles qui aspirent à jouer au football, des rencontres dans les marchés avec des mamans, des jeunes, des enfants. C'est aussi l'histoire d'un voyage qui réunit des personnes qui ne se connaissaient pas, qui viennent d'un peu partout du continent. On avait des gens du sud, de l'est, du nord, de l'ouest et de l'Afrique centrale. Vous avez dit une cinquantaine de personnes, entre influenceurs, journalistes, exactement, blogueurs. Exactement. Et on s'est retrouvés à passer des nuits dans des bus. Et c'est des moments inoubliables. C'était émotionnellement difficile, la traversée. Mais c'était très très riche et je pense que tous ceux qui ont participé à ce voyage, quand on est arrivé ici, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on vient de faire en fait? C'était juste fou et tout le monde dit il nous faut une deuxième édition, il nous faut une deuxième édition et je pense qu'on va aller vers cette deuxième édition là. Merci Zoul, on revient à vous pour cet entretien. Par la suite, la troisième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations se poursuit donc avec, dans le groupe E, au stade Moulay El Hassan à Rabat, l'Algérie a battu la Guinée équatoriale 3-1. Le Burkina Faso a disposé du Soudan 2-0 au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Ce soir, dans le groupe F, le Cameroun rencontre le Mozambique. Ce sera à partir de 20h au stade Edrer d'Agadir. Au même moment démarrera la rencontre Côte d'Ivoire-Gabon. Ce sera au grand stade de Marrakech. Sous des températures hivernales et des pluies incessantes parfois, ils soutiennent avec ferveur leur sélection. Une de nos équipes a recueilli des propos des supporters du Congo, du Botswana, avant le début du match hier. Écoutons. On allait au souk et il y avait déjà de l'ambiance parce que les Tunisiens ont joué avant, donc il y avait vraiment l'ambiance et c'était vraiment bien. Et là on est content parce que moi j'ai déjà vu le premier match à Tanger, c'était vraiment génial, donc j'en attends beaucoup pour ce soir et on va gagner. Merci. L'organisation de cette CAN est parfaite et l'ambiance, franchement, elle était en rendez-vous. Malheureusement, vu que c'est à Tanger, il y avait beaucoup plus de Sénégalais, mais vu qu'on est maintenant à Rabat, c'est ici qu'ils ont joué leur plus de matchs. On espère avoir nos confrères congolais avec nous plus qu'à Tanger. Le Maroc nous a très bien accueillis. Rien à dire depuis le début. Surtout pour une CAN, c'est super impressionnant. Donc j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible. Moi je trouve celui de Tanger, il est vraiment grand, il est vraiment beau aussi. Celui-là aussi il est pas mal. Je trouve que l'autre là il est encore mieux. Mais ouais, celui de Tanger il est pas mal. Celui-là j'ai pas encore vu, mais celui de Tanger il est vraiment pas mal. C'est même mieux que certains stades en Europe. Donc c'est bien que l'Afrique elle se développe sur ces points-là aussi. Et voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Much love, thank you guys. Thank you very much.
Alors Zoul, comme on vient de l'entendre dans ses propos, l'on parle d'une organisation parfaite, d'infrastructures sportives au point. Le Maroc a beaucoup investi sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la politique sportive qui va des infrastructures de formation en passant par les stades, les grands rendez-vous, l'organisation de grands rendez-vous sportifs. Zoul, vous êtes un éminent administrateur du football et entrepreneur. En quoi cette stratégie est-elle déterminante pour le football marocain et plus généralement pour le football africain? Alors déjà, il faut dire que aujourd'hui, l'Afrique doit dire merci au Maroc, notamment à Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste. C'est une vision lointaine et c'est une vision aujourd'hui qui met l'Afrique devant la scène. Aujourd'hui, cette vision-là, elle a été réfléchie avec des hommes qui sont prêts et qui ont porté cette vision aujourd'hui. Le Maroc n'organise pas seulement des compétitions, mais le Maroc aujourd'hui est en train de construire un héritage pour toute l'Afrique. Toute personne qui vient au Maroc aujourd'hui voit ce que le Maroc a construit, on est fier et on est aussi jaloux. Toute personne qui est arrivée avec nous au Maroc, c'est écrit même dans les quartiers où il y a les aires de jeux de proximité qui n'existent pas dans beaucoup de pays au sud du Sahara. Les gens se disent mais comment est-ce que le Maroc arrive à faire ça? Mais c'est parce que le Maroc a une vision claire qui a été dispensée à travers tous les départements, que ce soit ministériel, et il y a des hommes qui sont là, qui portent cette vision-là et qui le font avec fierté. Et je pense aujourd'hui l'Afrique tout entière est en train d'apprendre, c'est pas seulement l'Afrique, mais le monde occidental aussi aujourd'hui apprend de ce que le Maroc est en train de faire, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit les pelouses, on en a parlé tout à l'heure, on a de très très belles pelouses, de très beaux stades, et à chaque fois que les gens vont dans les stades, ils se disent « Waouh, c'est incroyable ». Au-delà du football, en fait, cette politique éclairée de Sa Majesté le Roi vise aussi la promotion de relations sud-sud entre tous les pays d'Afrique. Tout à fait. On a vu déjà à travers le football, la Fédération royale marocaine de football aujourd'hui a des accords avec plus de 46 fédérations africaines qui l'accompagnent. Que ce soit en termes de soutien, de développement technique. La Fédération royale marocaine aussi a mis à la disposition de certaines fédérations africaines des techniciens marocains qui accompagnent ces fédérations-là. On voit à chaque fenêtre FIFA des fédérations africaines au sud du Sahara qui viennent jouer des matchs au Maroc. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. La relation aujourd'hui entre le Maroc et l'Afrique au sud du Sahara, elle est très 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 forte. On l'a vu, tous ceux qui sont là aujourd'hui apprécient, tout le monde est admiratif. Et il pleut au Maroc, mais il fait froid parce que nous, au sud du Sahara, on n'est pas habitués à ce froid-là, mais la chaleur humaine marocaine fait en sorte que ce froid, on ne le ressent pas. Elle réchauffe l'ambiance. Elle réchauffe l'ambiance. Voilà. C'est joliment dit, Zoul. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes un éminent administrateur du football, entrepreneur. Vous avez notamment travaillé avec la FIFA sur les projets de développement en Afrique. Tout à fait. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, un arrêt sur image. Même en pleine mer, la passion pour les lions de l'Atlas est bien présente. À bord de leur bateau, ces marins arborent fièrement le drapeau du Maroc et affichent leur soutien à l'équipe nationale. Entre deux manœuvres sur les flots, ils suivent les résultats unis par le même espoir, voir la sélection marocaine soulever cette Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas, Boubacar? Effectivement, comme quoi dans les airs, sur mer, sur les mers, sur les terres, bien entendu, l'amour de la patrie d'Imam Gharib est toujours le même. Et c'est la fin de cette chronique. Effectivement, on vous retrouve Sophia Pegrud demain, donc à 18h30 pour un nouveau numéro de la chronique Cannes 25. Merci. Merci. Découvrir Marrakech sous un autre jour, voilà ce que propose une nouvelle application numérique tout juste mise en ligne.
Elle est prête à changer catégoriquement notre manière de découvrir et visiter la cité ocre. Conçue comme une plateforme intelligente, elle permet aux visiteurs de s'immerger dans la ville en suivant un guide interactif. Explication avec Mouatassim Billah El-Bouazaoui et Maria Oued. Riche de son interface pratique, ludique et insolite, une nouvelle application mobile voit le jour avec pour ambition de faire découvrir Marrakech autrement. Pensée comme un parcours interactif, elle invite les utilisateurs à explorer la ville ocre à la manière d'une chasse au trésor grandeur nature. Des ruelles de la Médina au jardin de Majorelle en passant par Jemaa Fna. Cette plateforme digitale mêle énigmes, défis et découvertes culturelles. Cette application va permettre aux gens de découvrir Marrakech hors des sentiers battus, de manière insolite et divertissante. Pour cela, il suffit de l'installer, de suivre les étapes indiquées. Après quoi, on se laisse prendre au jeu de la découverte. Et on visite tous les recoins de la ville, étape par étape, en apprenant beaucoup de choses et en s'amusant. À l'heure de la Cannes, cette initiative représente un véritable atout pour faire rayonner plus encore la ville ocre, en offrant une image moderne, dynamique et connectée. Forte de son succès, l'application prévoit déjà de s'étendre à d'autres villes du royaume. Nous avions à cœur de présenter cette nouvelle application mobile à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, afin que les supporters puissent, s'ils veulent, découvrir Marrakech autrement, de manière plus ludique. D'ailleurs, d'ici la Coupe du Monde 2030, notre application va s'étoffer et nous proposerons des parcours découvertes à Casablanca, Rabat, Essaouira et Tanger. Transformer chaque pas en aventure immersive. Tel est le pari de cette application qui fait du tourisme connecté une expérience inoubliable. Et puis le tourisme d'affaires à Casablanca est en plein essor. La métropole économique se positionne comme un hub africain majeur du secteur meeting, conférences, expositions. Le segment évolue remarquablement grâce à une offre hôtelière diversifiée et des opportunités de networking pour attirer investissements et professionnels. Reportage Saïd Idrissi, Mohamed Chikir, Nawel Mehdoub avec le récit de Mariam El-Messi. Moderne, cosmopolite et ultra connecté, Casablanca a tout pour devenir la plaque tournante du tourisme d'affaires. La métropole, à travers son hub financier, concentre des sièges d'entreprises multinationales, attirant cadres, dirigeants et investisseurs étrangers. Un segment à forte valeur ajoutée dans l'industrie du voyage, sur lequel la capitale économique mise désormais pour renforcer sa notoriété. Au-delà de sa vocation économique, Casablanca se dévoile aujourd'hui en destination attractive des voyageurs d'affaires. La métropole abrite des rencontres d'envergure mondiale. Pour accompagner ce segment générateur de recettes, la ville a étoffé sa capacité d'hébergement hôtelier. Le parc hôtelier casablancais compte actuellement 20 000 lits, un chiffre qui sera porté à 30 000 à l'horizon 2030. Casablanca s'est résolument tourné vers le marché d'affaires et de congrès. Rien qu'en avril 2025, la ville a reçu la visite de pas moins de 1500 dirigeants d'agences, des tours opérateurs et d'autres acteurs influents du tourisme italien qui ont séjourné pendant 3 jours au cœur de la métropole. C'est dire la qualité de l'offre marocaine sur le marché européen. Une attractivité internationale qui fidélise une clientèle au pouvoir d'achat généralement élevé. Son exigence l'est tout autant. Les professionnels sont sur le qui-vive pour offrir une qualité d'accueil irréprochable. Nous mettons à la disposition de notre clientèle des espaces aménagés pour leur confort. Nous proposons des salles équipées pour toutes sortes d'événements sectoriels, allant des salles de réunion aux ballrooms qui peuvent rassembler jusqu'à 300 personnes, notamment à l'occasion des grands séminaires. De quoi consolider la pole position de Casablanca Stat, une région qui concentre à elle seule 32% des investissements touristiques dans le pays. D'autres villes, comme Tanger et Rabat, devraient émerger dans ce segment,
avec le cap désormais fixé de 2 millions de voyageurs d'affaires d'ici 2030. Dans seulement quelques heures, nous dirons adieu à 2025, mais 2026 a déjà commencé dans d'autres contrées. Les pays du Pacifique sont les premiers à célébrer ce mercredi le passage à la nouvelle année. La Nouvelle-Zélande a accueilli le Nouvel An avec des feux d'artifice tirés depuis la plus haute structure du pays, la Sky Tower d'Auckland, devenant ainsi la première grande ville à célébrer le passage à 2026. Voilà, c'est avec ces très belles images que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne année et à l'année prochaine.